Un guitariste espagnol, internationalement reconnu pour sa virtuosité et son arrogance à parts égales, se tenait sur la scène de l'Olympia de Paris en cette soirée d'automne 1974. Il ne savait pas encore que dans quelques minutes, il allait vivre l'humiliation la plus formatrice de toute sa carrière, et que l'homme qu'il avait choisi au hasard dans le public allait lui donner une leçon que 40 années de conservatoire n'avaient jamais pu lui enseigner. L'Olympia était complet ce soir-là. Chaque fauteuil de velours rouge était occupé par des spectateurs venus de toute la France, et même d'au-delà des frontières pour assister au récital de Miguel Estévez, un guitariste classique espagnol, dont la réputation avait traversé l'Europe comme une traînée de notes parfaites. Estévez était le genre d'artiste que la critique adorait, et que ses pairs redoutaient, non pas à cause de son talent, qui était indéniable, mais à cause de cette certitude absolue qu'il portait en lui comme un costume taillé sur mesure. La certitude que la musique classique était la seule forme d'art musical digne de ce nom et que tout le reste n'était que du bruit organisé pour les masses. Il était arrivé à Paris avec l'attitude d'un homme qui daigne visiter une ville qu'il considère comme la sienne par droit culturel. L'Espagne avait produit Segovia, et Estévez se voyait comme son héritier naturel, un gardien de la pureté musicale dans un monde de plus en plus envahi par la chanson populaire et ses facilités mélodiques. Ce que personne dans l'organisation du concert ne savait, ce que les agents de sécurité à l'entrée n'avaient pas remarqué, ce que même les spectateurs des premiers rangs n'avaient pas encore réalisé, c'est qu'au 12e rang, légèrement décalé vers la droite, un homme de petite taille, vêtu d'un simple pullover gris et d'un pantalon sombre, était assis avec la discrétion de quelqu'un qui ne cherche absolument pas à être reconnu. Cet homme était Charles Aznavour. Aznavour était venu ce soir-là pour la raison la plus simple du monde. Quelqu'un de son entourage lui avait parlé de ce guitariste espagnol extraordinaire, et Charles Aznavour, malgré une carrière qui avait déjà fait de lui l'un des artistes les plus célèbres de la francophonie, n'avait jamais cessé d'être un étudiant de la musique. Il écoutait tout, de l'opéra aux complaintes de rue, avec la même attention minutieuse, celle d'un homme qui savait que chaque forme de musique avait quelque chose à enseigner à celui qui voulait bien tendre l'oreille. Personne ne l'avait encore reconnu dans la pénombre de la salle. Sa petite stature et sa tenue modeste le rendaient presque invisible au milieu d'un public habillé pour l'occasion. Il observait la scène avec ce regard intense qu'il posait sur tout ce qui touchait à la musique, les yeux légèrement plissés, la tête inclinée comme quelqu'un qui écoute avec tout son corps. Les lumières s'éteignirent progressivement et Miguel Estévez fit son entrée sur scène avec la démarche calculée d'un homme qui sait exactement l'effet qu'il produit. Grand, mince, les cheveux noirs tirés en arrière, il portait un costume noir sans cravate qui lui donnait l'allure d'un aristocrate décontracté. Il s'assit sur la chaise placée au centre de la scène, ajusta sa guitare classique avec des gestes d'une précision chirurgicale et commença à jouer sans un mot, sans même un regard vers le public, comme si la salle était vide et qu'il jouait pour lui-même. Et il jouait magnifiquement. Il fallait lui reconnaître cela. Ses doigts se déplaçaient sur les cordes avec une fluidité qui semblait défier les lois de la physique, produisant des cascades de notes d'une clarté cristalline. Pendant 45 minutes, il interpréta des pièces de Villa-Lobos, de Tárrega, de Rodrigo, avec une maîtrise technique qui arrachait des murmures d'admiration même aux plus blasés des spectateurs parisiens. Charles Aznavour, au 12e rang, écoutait avec une attention profonde, ses mains jointes posées sur ses genoux, hochant parfois la tête presque imperceptiblement lorsqu'un passage le touchait particulièrement. Puis vint le moment que les habitués des concerts d'Estévez connaissaient les biens et que certains redoutaient, le moment où le guitariste posait son instrument, se levait de sa chaise et s'adressait directement au public. Estévez se leva lentement, posa sa guitare sur son support avec une délicatesse presque amoureuse et s'avança vers le bord de la scène. « Mesdames et messieurs » dit-il dans un français fortement teinté de son accent castillan. « Chaque soir, lors de mes concerts, je fais un petit exercice que j'appelle la démonstration de la vérité. » Il marqua une pause, laissant le silence peser dans la salle comme un voile de plomb. La musique que vous venez d'entendre représente des décennies de travail, de sacrifice, de discipline absolue. C'est un art qui exige tout de celui qui le pratique. Et pourtant, le monde d'aujourd'hui accorde la même valeur, parfois même une valeur supérieure, à ce qu'on appelle la chanson populaire, ces petites mélodies que n'importe qui peut fredonner sous la douche. Un léger malaise parcourut le public. Quelques personnes échangèrent des regards inconfortables, pressentant ce qui allait suivre. Pour vous montrer la différence entre la véritable maîtrise musicale et l'amateurisme de la chanson populaire, je vais inviter quelqu'un parmi vous à monter sur cette scène. Pas un musicien, non, juste une personne ordinaire, et je lui demanderai de faire ce qu'il peut avec cet instrument. Son regard balaya la salle avec la nonchalance étudiée de quelqu'un qui fait semblant de choisir au hasard, tout en cherchant le candidat le plus inoffensif possible.
Son doigt se leva et pointa directement vers le 12e rang. « Vous, monsieur, le petit monsieur en pull gris. Oui, vous, montez, je vous en prie. » Le silence qui suivit ne dura qu'une fraction de seconde, mais il fut d'une densité extraordinaire, parce que dans ce silence, plusieurs choses se produisirent simultanément. Les spectateurs les plus proches d'Aznavour, ceux qui l'avaient reconnu en s'installant et avaient eu la discrétion de ne rien dire, ouvrirent grand les yeux. Un murmure naquit quelque part au milieu de la salle et se propagea comme une onde sismique, rang après rang, fauteuil après fauteuil, jusqu'à ce que tout l'Olympia bruisse d'une rumeur incrédule. Estévez ne comprenait pas. Il voyait ce petit homme se lever calmement de son siège. Il voyait le public réagir d'une manière qu'il n'avait jamais observée lors de ses démonstrations habituelles. Mais il ne pouvait pas établir le lien entre les deux. D'habitude, ces volontaires montaient sur scène avec l'embarras prévisible d'une personne ordinaire propulsée sous les projecteurs. Mais ce soir, les applaudissements commencèrent, avant même que l'homme ait quitté sa rangée. Charles Aznavour se leva avec cette économie de mouvement qui le caractérisait. Pas de geste théâtral, pas de sourire adressé au public, juste la simplicité d'un homme qui répond à une invitation. Il traversa sa rangée en s'excusant poliment auprès des personnes qu'il dérangeait, longea l'allée centrale d'un pas régulier et monta les quelques marches latérales qui menaient à la scène pendant que l'Olympia entier se levait dans une ovation qui fit vibrer les murs du théâtre. Estévez recula d'un pas involontaire, non pas à cause de l'homme qui s'approchait, mais à cause de la réaction du public, une réaction si disproportionnée par rapport à ce qu'il attendait qu'elle le déstabilisa physiquement. Il avait fait cet exercice des dizaines de fois à travers toute l'Europe, et jamais personne n'avait été accueilli ainsi. Aznavour arriva au centre de la scène et regarda Estévez pour la première fois à courte distance. Le guitariste était au moins 30 cm plus grand que lui, ce qui aurait dû créer une impression de domination physique, mais quelque chose dans le regard d'Aznavour, cette intensité tranquille, cette assurance qui n'avait rien à voir avec l'arrogance, inversait complètement la dynamique. « La guitare est à vous, monsieur », dit Estévez avec le sourire condescendant qu'il réservait à ces moments. « Faites ce que vous pouvez. » Il fit un geste ample vers la guitare posée sur son support, le geste de quelqu'un qui tend un jouet à un enfant, en sachant pertinemment qu'il ne saura pas s'en servir. Aznavour ne toucha pas la guitare, pas tout de suite. Il regarda la salle pendant un long instant, ses 2000 visages tournés vers lui, et un sourire infiniment doux apparut sur ses lèvres. Puis il s'approcha de la guitare, la prit avec une familiarité qui fit sourciller Estévez, et s'assit sur la chaise que le guitariste avait occupée pendant tout le concert. Ses doigts effleurèrent les cordes. Pas au hasard, pas avec la maladresse d'un néophyte, mais avec la tendresse précise de quelqu'un qui connaît l'instrument. Peut-être pas avec la virtuosité froide d'Estévez, mais avec une intimité qui racontait une longue histoire entre cet homme et la musique. L'Olympia retint son souffle. Estévez se tenait sur le côté de la scène, les bras croisés, son sourire condescendant encore en place, mais commençant à se fissurer imperceptiblement, parce que les premiers accords que cet homme venait de plaquer n'étaient pas ceux d'un amateur. Et surtout, il y avait dans ces accords quelque chose que la technique parfaite d'Estévez n'avait pas réussi à produire de toute la soirée, de l'émotion. Alors Aznavour commença à chanter, et tout changea. Sa voix s'éleva dans l'Olympia avec cette qualité unique qui avait fait de lui ce qu'il était. Une voix qui n'était pas conventionnellement belle, selon les critères du conservatoire. Une voix que les critiques avaient autrefois qualifiée de rauque, de brisée, de limitée, mais une voix qui portait en elle une vérité si nue, si absolue, qu'elle touchait directement le cœur de quiconque l'entendait. Il chanta « La Bohème », et les premières notes suffirent à transformer l'atmosphère du théâtre tout entier. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les mots remplirent la salle, comme de l'eau chaude remplit une baignoire, lentement, complètement, ne laissant aucun espace vide. Des spectateurs qui étaient venus écouter de la guitare classique se retrouvèrent les yeux pleins de larmes, surpris par l'intensité de leur propre émotion. Au premier rang, une femme serra la main de l'homme à côté d'elle sans le connaître, unis tous les deux par ce que cette voix faisait naître en eux. Estévez décroisa les bras. Ce fut un geste petit, presque insignifiant, mais ceux qui le connaissaient l'auraient reconnu comme un moment de capitulation silencieuse. Ses yeux suivaient les mains d'Aznavour sur la guitare, ses mains qui ne produisaient pas des cascades de notes parfaites comme les siennes, mais qui trouvaient exactement les accords nécessaires pour porter cette voix extraordinaire, ni plus ni moins. Il y avait dans cette simplicité quelque chose de dévastateur. La preuve qu'en musique, ce n'est pas la complexité qui compte, mais la justesse. Aznavour chanta pendant 7 minutes. 7 minutes qui parurent durer une éternité et une seconde à la fois. 7 minutes pendant lesquelles 2000 personnes dans un théâtre parisien oublièrent complètement pourquoi elles étaient venues,
et se laissèrent emporter par quelque chose de plus grand que n'importe quel programme de concert. Sa voix monta, descendit, caressa les mots avec cette diction parfaite qui rendait chaque syllabe signifiante, chaque silence entre les phrases aussi éloquent que les notes elles-mêmes. Quand la dernière note de guitare s'éteignit et que la voix d'Aznavour se tut, il y eut un instant de silence absolu. Pas le silence impressionné qui avait ponctué les pièces d'Estévez, mais le silence sacré de gens qui viennent de vivre quelque chose. Puis l'Olympia explosa. Les applaudissements montèrent comme un orage, accompagnés de cris et de bravos, un torrent d'émotions collectives qui dura plusieurs minutes sans faiblir. Charles Aznavour posa doucement la guitare sur son support, se leva de la chaise et se tourna vers Estévez, qui n'avait pas bougé de l'endroit où il se tenait depuis le début de la chanson. Les deux hommes se regardèrent en silence, pendant que le théâtre continuait d'applaudir autour d'eux. « Qui êtes-vous » demanda Estévez. Sa voix avait perdu toute trace de condescendance. C'était maintenant la voix simple d'un homme qui a besoin de comprendre ce qui vient de se passer devant ses yeux. Avant qu'Aznavour puisse répondre, une voix claire s'éleva du parterre, criant avec une évidence joyeuse le nom que le guitariste espagnol n'avait pas reconnu. Charles Aznavour. Le nom ricocha contre les murs de l'Olympia et frappa Estévez comme une gifle invisible. Il ferma les yeux pendant une seconde, peut-être deux, le temps nécessaire pour que la réalisation complète de ce qui venait de se produire traverse tout son être. « Aznavour » répéta Estévez à voix basse, comme si prononcer le nom pouvait l'aider à mesurer l'ampleur de son erreur. Charles Aznavour. Le guitariste espagnol rouvrit les yeux et regarda l'homme qui se tenait devant lui, ce petit homme en pullover gris qui avait écrit des centaines de chansons traduites dans le monde entier, qui avait chanté dans les plus grandes salles de la planète, qui avait ému des millions de personnes dans des dizaines de langues différentes. Et il comprit. Il comprit avec une clarté brutale l'ironie de ce qu'il avait fait. Il avait choisi cet homme précisément pour démontrer que la chanson populaire était un art mineur, et la vie lui avait répondu en plaçant sous son doigt l'un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes que le monde ait jamais connu. « J'ai commis une erreur ce soir », dit Estévez d'une voix suffisamment forte pour que le microphone la capte, et le public entendit chaque mot dans un silence devenu religieux. « J'ai passé ma vie à croire que la musique avait une hiérarchie et que je me trouvais au sommet. Et ce soir, un homme est monté sur cette scène avec un simple pullover et m'a prouvé que la grandeur musicale n'a rien à voir avec la technique. Elle a tout à voir avec la vérité. » Aznavour le regarda sans la moindre trace de triomphe dans les yeux. Il n'était pas monté sur cette scène pour gagner quoi que ce soit. Il avait répondu à une invitation, simplement, et il avait fait la seule chose qu'il savait faire, être lui-même. « La musique » dit Aznavour en s'adressant autant à Estévez qu'au public qui l'écoutait dans un silence de cathédrale. « La musique n'est pas une compétition. Elle n'a pas de classe. Il y a de la mauvaise musique et de la bonne musique, du Bach à la chanson de rue. Et la bonne musique, quelle que soit sa forme, se reconnaît à une seule chose, elle dit quelque chose de vrai. » Estévez hocha lentement la tête. Puis il fit quelque chose que personne dans ce théâtre n'aurait attendu d'un homme connu pour son orgueil démesuré. Il s'approcha de la guitare, la reprit avec soin, et la tendit à Aznavour avec les deux mains, comme on offre un cadeau. « Accepteriez-vous de jouer encore » demanda-t-il d'une voix qui ne contenait plus aucune trace de l'arrogance avec laquelle la soirée avait commencé. « J'aimerais écouter. » Aznavour prit la guitare, s'assit de nouveau et joua une seconde chanson tandis qu'Estévez restait debout à côté de lui, les yeux fermés, les bras le long du corps, dans la posture d'un homme qui reçoit quelque chose avec humilité. Le public regardait la scène en silence, conscient d'assister à un moment qui dépassait le simple cadre d'un concert. Quand Aznavour termina et se leva pour quitter la scène, Estévez posa la main sur son épaule et le retint un instant. Il le regarda directement dans les yeux, cet homme qu'il dépassait de plus d'une tête, mais devant lequel il se sentait maintenant infiniment petit. « J'ai joué dans les plus grandes salles du monde, » dit Estévez, « et ce soir, dans ma propre scène, j'ai appris que le talent n'est rien sans l'âme. Merci, monsieur Aznavour. » Aznavour lui serra la main avec chaleur, un geste simple entre deux musiciens qui venèrent de se comprendre au-delà des mots. Puis il redescendit par l'escalier latéral et retourna calmement s'asseoir à sa place au 12e rang, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Les gens autour de lui le saluèrent avec des tapes chaleureuses sur l'épaule et des sourires émus. Il s'installa dans son fauteuil, avec la même discrétion qu'il avait maintenue toute la soirée, prêt à écouter la suite du concert en simple spectateur. Estévez termina son récital cette nuit-là, mais quelque chose avait changé dans sa façon de jouer. Ses doigts produisaient toujours les mêmes cascades de notes parfaites, mais il y avait maintenant dans son jeu une chaleur qui n'existait pas avant, comme si la rencontre avec Aznavour avait déverrouillé quelque chose en lui qu'il avait gardé enfermé derrière des années de rigueur technique. Les musiciens de l'orchestre, positionnés dans les coulisses,
échangèrent des regards silencieux parce qu'ils connaissaient Estevez suffisamment bien pour savoir que quelque chose en lui venait de changer irrémédiablement. À la fin du concert, Estevez salua le public d'une révérence profonde, plus profonde et plus sincère que toutes celles qu'il avait faites dans sa carrière. Le public applaudit longuement, et dans ces applaudissements, il y avait la reconnaissance de quelque chose de rare, le spectacle d'un homme transformé en temps réel par la puissance de la vérité musicale. Estevez quitta la scène en silence. Avant d'atteindre sa loge, il s'arrêta un instant dans les coulisses sombres et regarda une dernière fois vers la salle qui se vidait. Il pensa à cet homme de petite taille en pullover gris qui s'était assis à sa guitare et avait chanté une vérité que lui-même cherchait depuis des décennies dans les notes parfaites de ses partitions. Les lumières de l'Olympia s'éteignirent, sans que personne sache exactement ce que Reinaldo Estevez pensait à cet instant précis. Mais ceux qui assistèrent à ses concerts suivants remarquèrent un changement subtil dans sa façon de se présenter sur scène. Il ne fit plus jamais sa démonstration de la vérité. Et parfois, au milieu d'un récital de guitare classique, d'une perfection technique irréprochable, il glissait quelques accords d'une mélodie que tout le monde reconnaissait, quelques notes de la bohème jouées avec une tendresse qui faisait sourire ceux qui savaient, ceux qui avaient été là ce soir-là à l'Olympia. Quand un guitariste arrogant avait pointé son doigt vers le 12e rang, sans savoir qu'il venait de choisir Charles Aznavour. Cette histoire nous rappelle que l'arrogance est la forme la plus coûteuse d'ignorance, parce qu'elle nous empêche de voir la grandeur chez les autres. Estevez avait passé sa vie à construire des murs entre les genres musicaux, convaincu que la complexité technique était la mesure ultime de la valeur artistique. Et il a fallu qu'un petit homme en pullover gris monte sur sa propre scène pour lui montrer que la vraie grandeur ne réside pas dans la perfection des notes, mais dans la sincérité avec laquelle on les joue. Charles Aznavour n'avait pas eu besoin de prouver quoi que ce soit ce soir-là. Il avait simplement été lui-même, et cela avait suffi pour changer un homme qui croyait n'avoir plus rien à apprendre. Car c'est là le secret que les arrogants ne comprennent jamais. La véritable grandeur n'a pas besoin de se déclarer. Quand elle s'exprime avec sincérité, elle parle d'elle-même d'une manière qu'aucune prétention ne pourra jamais faire taire.